tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant. Et c'est à cet âge que je mourrai. Jean-Luc Lagarce a grandi dans une famille ouvrière du Doubs. Il a étudié la philosophie à Besançon et a ensuite intégré le Conservatoire régional d'art dramatique, où il a créé une compagnie de théâtre, d'abord amateur puis professionnelle. Il a réalisé une vingtaine de scénographies dans sa courte vie, en alternant des créations d'auteurs classiques et des mises en scène de ses propres textes. Il a également écrit un journal qu'il a tenu jusqu'à sa mort, du sida, en 1995. Il avait 38 ans. Il est aujourd'hui l'un des dramaturges contemporains le plus joué en France. En 1988, Jean-Luc Lagarce a envisagé d'écrire une pièce intitulée Les Adieux, qui avait pour sujet le retour d'un fils dans sa famille alors qu'il sait qu'il va mourir. Mais le 23 juillet de la même année, Lagarce apprend sa séropositivité. Il écrira « Je suis allé boire un café comme je le ferais en d'autres circonstances et pour d'autres événements, mais, et c'est de cet instant-là que cela date, je regardais le monde et ses habitants autrement. » Il reprendra son travail sur le texte des adieux en 1990 et la pièce sera finalement intitulée « Juste la fin du monde ». Elle deviendra sa pièce la plus connue et la plus jouée, alors qu'elle a été refusée partout lors de sa création. En 2016, elle est adaptée au cinéma par Xavier Dolan. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, et après toutes les abominations des guerres, le théâtre a connu des bouleversements importants avec l'émergence du mouvement de l'absurde. Samuel Beckett, avec En attendant Godot, ou avec Oh les beaux jours, ou bien Eugène Ionesco avec La cantatrice chauve, ont été des figures emblématiques de ce mouvement de l'absurde. Ils ont mis en avant des personnages abîmés, à la dérive moralement et ou socialement, des personnages confrontés à la solitude, à l'incommunicabilité, puisque le langage dans leurs pièces ne signifie plus rien. Et puis ce sont aussi des personnages confrontés au silence du monde qui ne leur donne aucune réponse. Jean-Luc Lagarce est considéré comme l'héritier de ces dramaturges, parce que lui aussi a des personnages banals, des actions insignifiantes et une place prépondérante laissée à cette incommunicabilité. Son œuvre, et particulièrement Juste la fin du monde, est profondément marquée par un langage en construction, et un langage qui occupe la place centrale de l'intrigue. La parole, dans ce texte, est sans cesse contrôlée et réajustée sans qu'elle soit réellement utile. Juste la fin du monde imbrique des éléments de la tragédie antique, comme par exemple l'utilisation d'un prologue, la présence d'un messager, une rivalité biblique, les unités de temps et de lieu, une action qui est ramenée au minimum, et puis la figure d'un héros confronté à son destin, et en même temps des éléments propres au théâtre contemporain, comme la typographie rappelant des versets, l'impossibilité de communiquer. Louis est bien un héros tragique, il s'est fixé un but, il ne l'atteindra pas, et il ne peut échapper à la mort. En fait, l'intrigue dans cette pièce disparaît plutôt au profit d'une atmosphère. Différents modèles littéraires et mythologiques sont présents, notamment l'histoire biblique de Caïn qui tue son frère Abel par jalousie, parce que Dieu l'a préféré à lui. Et puis, la lutte entre les fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, qui s'entretuent pour régner sur Thèbes. Enfin, la parabole du fils prodigue, dans l'évangile de Luc. Mais contrairement au texte biblique, dans Juste la fin du monde, c'est le fils aîné qui est parti et qui revient, non le fils cadet. Au départ de Louis, Antoine endosse alors d'une certaine façon le rôle du chef de famille, puisque le père n'est plus là, de celui qui se sent responsable de tous. Et puis la différence aussi avec la parabole de Luc, c'est que chez Lagarce, Louis n'est pas réintégré à la famille. C'est même sur une rupture irrémédiable que se clôt la pièce, puisque c'est la mort de Louis. Néanmoins, au retour du fils, on le fête, et celui qui est resté, en l'occurrence Antoine, ne reçoit aucune reconnaissance. D'où sa colère, son agressivité et la tension qui augmente au fil de la pièce. Il y a, a priori, un lien oxymorique entre les termes du titre. La fin du monde suggère l'apocalypse, la catastrophe absolue. Mais l'adverbe juste vient atténuer fortement cette idée de cataclysme. Alors, comment le justifier? La fin du monde ici, c'est la fin de Louis, sa mort. Juste sa mort, et pas l'apocalypse. On peut donc entendre ce titre comme un écho à l'expression familière « ce n'est pas la fin du monde », quand un événement arrive auquel on donne peut-être trop d'importance. C'est un drame de la vie, écrit Pierre Sarrazac. Quelque chose suit son cours, comme l'écrivait déjà Beckett. Là,
Ce n'est plus la fin du monde, mais juste la fin du monde. Une fin du monde dans la banalité de l'existence. Juste la fin du monde, c'est un huis clos à 5 personnages. La mère, sa fille, ses 2 fils et la femme de l'un des fils. Tout cela, un dimanche évidemment, dans la maison où vivent la mère et sa fille Suzanne. La pièce débute par un prologue et se clôt par un épilogue. Dans le prologue, Louis nous annonce, à nous, pas à sa famille, à nous, spectateurs, nous annonce sa mort prochaine et sa volonté de l'annoncer à ceux qu'il nomme eux, sa famille. Il repartira sans l'avoir dit, annoncer, dire, seulement dire ma mort prochaine et irrémédiable. Suit une première partie, composée de 11 scènes avec plusieurs monologues. On retrouve Suzanne, Louis, la mère, etc. Cette première partie présente les personnages et met en place une atmosphère tendue dans la famille. Après cette première partie, on a un intermède composé de 9 scènes, qui sont en fait une série d'échanges ratés et de difficultés à se comprendre. La deuxième partie, composée seulement de 3 scènes, où la première est un monologue de Louis qui essaie de dire ce qu'il a à dire avant de mourir, mais sans succès. Enfin, dans l'épilogue, Louis, mort, revient raconter un souvenir marqué par le regret. Il y a peu d'indications spatiales et temporelles, et la tension augmente au fil de la pièce alors que les parties se restreignent. Chez Lagarce, la famille de Louis et lui-même sont des personnages sans qualité particulière. Ils n'ont rien d'exceptionnel. La pièce nous donne à voir la banalité d'une famille et de ses névroses. Mais ce monde-là est vu par la subjectivité de Louis. Et Louis est un être en sursis, venu dire ce qu'il ne dira pas. Nous voyons le monde tel que Louis le perçoit, tout particulièrement dans le prologue et l'épilogue. Et c'est à partir de ce regard que se structure la pièce. Louis est un écrivain âgé de 34 ans, le fils aîné qui est de retour après de longues années d'absence. On sait qu'il va mourir, mais on ne sait pas de quoi. Par son retour, il vient troubler l'ordre qui avait été établi en son absence. Et je vous renvoie au retour du fils prodigue. Le spectateur connaît la cause de sa venue, mais sa famille l'ignore. Alors que ce retour fait qu'il est le centre d'intérêt, que tous les autres personnages ne s'intéressent qu'à lui et que l'on ne parle que de lui, paradoxalement, plus la parole de l'autre se fait envahissante, plus Louis s'efface. Dans la scène 3 par exemple, avec Suzanne, sa parole est totalement silence. Il n'existe que parce que Suzanne dit de lui. Louis partage son prénom avec le père absent et le fils d'Antoine. Suzanne, la plus jeune des enfants qui a 23 ans, attend ce retour depuis longtemps et c'est elle qui dirige la cérémonie du retour, notamment la première rencontre entre Catherine et Louis. Dans la scène 3, elle revient avec une parole intime mais Louis n'arrive pas à parler. Suzanne y fait le récit de son existence et on y perçoit des regrets, des manques, des failles. C'est le tragique du quotidien. Antoine, le fils cadet de 32 ans qui travaille dans une usine d'outillage, se sent ignoré par le retour de son frère. Malgré tout, il a appelé son fils Louis. Au départ du frère aîné, au départ de Louis, Antoine s'est substitué au frère aîné, à celui auquel revenait le rôle de chef de famille. Mais son retour met en danger ce statut, d'où l'agressivité d'Antoine. Il va donc alors exister une rivalité fraternelle qui fait résonner le conflit biblique entre Caïn et Abel. La mère n'a pas de prénom. Elle est désignée par sa fonction de mère. On connaît son âge, elle a 61 ans. Dès le début, que ne veut-elle pas entendre lorsqu'elle dit « Ils ne se connaissent pas, ne me dites pas ça, ne me dites pas ça ». Enfin, Catherine, la femme d'Antoine, est une pièce rapportée. Dans la pièce, on sent l'absence du père, mais on ignore s'il est mort ou s'il est parti. Quoi qu'il en soit, pour chacun des personnages, ce qui se joue, c'est une crise de la parole. Tous peinent à mettre les mots au service de leur pensée. Tout ce temps à chercher, à tenter de trouver le mot juste, et la plupart du temps sans y parvenir. Le thème dominant est évidemment la parole. C'est le logodrame, ou drame de la parole, dont parle Nathalie Sarraute, et qu'elle définit comme un théâtre du langage. Il produit, écrit-elle, à lui seul l'action dramatique véritable, avec des péripéties, des retournements, du suspense, mais une progression qui n'est produite que par le langage. Or, c'est bien ce à quoi on assiste dans Juste la fin du monde. Ce qui mène l'action, ce qui la fait rebondir, ce sont les phrases, les mots prononcés, les hésitations même du langage. Les mots ne viennent pas facilement au personnage. C'est en permanence une parole qui se cherche. On ne sait pas tout de suite ce que l'autre essaie de formuler,
et quelquefois cela reste en suspens et on ne le saura jamais. Dans les discours des personnages, il y a beaucoup d'épanorthose, c'est-à-dire de reprise, d'autocorrection de leur propre langage, qui en fait une recherche du mot juste, de la précision, de l'adéquation entre l'idée et le mot. Mais cet apparent souci d'exactitude démultiplie la parole, qui devient inaudible. Il y a refus ou impossibilité d'aller droit au but. Et c'est tellement compliqué que parfois ils abandonnent. Ainsi, Suzanne dit « Je ne sais comment l'expliquer, comment le dire, alors je ne le dis pas ». Aussi, plus que la mort elle-même dans cette pièce, la tragédie c'est de ne pouvoir dire cette mort. Les personnages se parlent, mais souvent, soit ils disent ce que l'autre ne veut pas entendre, soit ils ne disent pas ce qu'on attend qu'ils disent. Ainsi, la famille de Louis voudrait que celui-ci dise son manque, mais lui va juste dire qu'il est arrivé dans la nuit. Ou bien encore, ils disent n'importe quoi, comme Catherine qui, ne sachant que dire, dit que sa fille a des cheveux. On notera aussi que les personnages ne se touchent quasiment jamais, et quand ils le font, c'est soit poussé par Suzanne, par exemple pour que Catherine et Louis qui ne se connaissent pas s'embrassent, ou quand Antoine est en train de vider son sac et qu'il lance à Louis « Si tu me touches, je te tue ». Paradoxalement, plus la parole des autres se libère, plus celle de Louis est empêchée, au point qu'il ne dira rien de ce qu'il était venu dire. Le thème du retour est sans cesse présent, pas seulement sur le plan thématique, thème du retour du fils prodigue, mais aussi au niveau du langage, puisque comme on vient de le dire, chaque phrase semble revenir sur elle-même pour se commenter, se reformuler, se rétracter. Par exemple, l'utilisation du verset avec ses retours à la ligne dit la difficulté à s'exprimer, à mettre en mots la pensée. Le thème de l'absence, du départ, du n'être pas là. Les trois enfants de la mère semblent vouloir être ailleurs. Suzanne aimerait aller loin, vivre une autre vie dans un autre monde, dit-elle. Antoine ne veut pas être là. Louis est toujours en partance, sur le point de renouveler la séparation. Ainsi, la présence des personnages semble toujours menacée, jamais acquise. Il semble qu'il faille en permanence la confirmer. Où est-ce que tu vas? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que vous allez? Sont des interrogations récurrentes dans la pièce. Mais Louis, cette fois, est là. Et c'est son frère qui semble vouloir le faire déguerpir, sa belle-sœur qui lui conseille de partir, et sa mère qui lui demande de le laisser. Rien n'est donc plus paradoxal que la présence dans cette pièce. Les présents se voudraient ailleurs, le grand parti qui est Louis n'a jamais été autant là, et tout se passe comme si cette présence, frontale, incontournable, si longtemps espérée, se révélait insupportable et suscitait des réflexes de fuite. Si bien que, pour chaque personnage, la présence ne semble vivable qu'à condition d'être doublée d'une absence. La pièce se déroule dans la maison de la mère. Le décor n'est pas précisé, sauf pour Suzanne qui habite le 2e étage. Le temps est ambigu, décrit comme un dimanche évidemment, mais avec une référence à une période de près d'une année entière, donc provoquant un flou temporel, avec un hors-scène temporel, un hors-temps, puisque on ajoute « ou bien encore durant près d'une année entière ». Cette temporalité qui dépasse le ici et maintenant est particulièrement visible dans le prologue, parce que s'y mélange passé et présent, et puis dans l'épilogue, qui énonce un temps et une parole d'après la mort. De façon plus générale, le discours des personnages est constamment envahi par le passé. Dès le prologue, nous savons à quelle crise personnelle terrible est confronté Louis. C'est la chronique d'une mort annoncée. Il nous donne à voir, notamment dans le prologue et dans l'épilogue, ce qu'il porte en lui de troubles, de souffrances. C'est cette crise personnelle qui pousse Louis à revenir sur ses traces, à prendre, malgré tout, comme il le dit, la décision d'aller annoncer sa mort prochaine aux siens. Mais ce retour va à son tour déclencher une crise familiale. Chacun des personnages va connaître un moment de crise. D'abord Suzanne, parce que elle tente de faire face au silence de son frère par une véritable logorrhée. Antoine, qui est le plus agressif, va éclater à plusieurs reprises. Et enfin la mère, qui semble prisonnière d'un passé un peu idéalisé, se comporte en mère et conseille à son fils la manière d'être avec ses frères et sœurs. En fait, par son retour, Louis a déclenché chez chacun la nécessité de parler, mais sous une forme de logorrhée. Et c'est une parole fleuve, hein, ça ne s'arrête pas, mais ça ne dit rien. Paradoxalement, plus la parole des autres se libère,
plus celle de Louis est retenue, empêchée. C'est pour ça qu'il ne dira rien de ce qu'il était venu dire. Absent depuis longtemps, donc, Louis, par son retour, vient perturber l'équilibre familial qui avait été instauré. La rivalité fraternelle, elle vient de ce que, lorsque Louis est parti, Antoine s'est substitué au frère aîné et a pris le rôle du chef de famille. Et son retour met en danger ce statut et rend Antoine agressif. En fait, pour chacun des personnages, ce qui se joue ici, c'est une crise de la parole.